Le scénario semble tout droit tiré d'un film. Été 2017, Alexandre Cazes, un jeune trifluvien de 25 ans, est arrêté de façon spectaculaire à Bangkok, en Thaïlande. Une semaine plus tard, il est retrouvé mort en prison dans des circonstances pour le moins troubles. Grâce à une fuite de données sans précédent, baptisée Pandora Papers, les décrypteurs ont obtenu des documents inédits qui lèvent le voile sur le réseau opéré par Alexandre Cazes. Une structure complexe où transitaient des sommes immenses d'argent illicite sous le radar des autorités. Jeff, quelle histoire incroyable. Commençons par le personnage principal. Qui était Alexandre Cazes? Donc, sur la surface, c'était un jeune homme de 25 ans, québécois, qui habitait en Thaïlande, puis qui avait une entreprise de marketing web, donc qui offrait ses services de marketing sur le web. Après son arrestation et son décès, ce qu'on a appris, c'est que, en fait, il était le gestionnaire d'Alphabet, le plus gros marché illégal de l'histoire du dark web. Donc, si vous connaissez eBay, un site où on peut vendre et acheter des choses, bien, Alphabet, c'était ça, sauf pour de la marchandise illégale. Donc, on pouvait acheter de la drogue, on pouvait acheter du matériel pour faire de la fraude, on pouvait acheter des armes à feu. Et Alexandre Cazes, il était le gestionnaire de ce site web-là. Et il prélevait entre 2 à 4 % de toutes les transactions qui avaient lieu sur ce site web-là. C'est beaucoup d'argent. Le gouvernement américain estime qu'il y avait entre 600 000 et 800 000 $ de ventes chaque jour effectuées sur ce site-là. Donc, après son arrestation, on a appris qu'il y avait une fortune personnelle quand même assez considérable, plusieurs maisons en Thaïlande, dans d'autres pays, des autos de luxe. C'est ça qui avait vraiment fait les manchettes. C'est qu'on s'est rendu compte que cet homme-là qui gérait un site illégal avait une fortune personnelle que le gouvernement américain estimait à peu près 30 millions de dollars canadiens. OK, ça, c'est ce qu'on savait, ce qu'il y avait à la surface. Mais toi, tu as obtenu des documents qui nous permettent d'en savoir plus sur sa façon de procéder. Et oui, au décrypteur, on a participé au Pandora Papers, qui est une immense fuite de documents internes de firmes qui offrent des services d'incorporation outre-mer. Donc, on parle de 12 millions de documents provenant de 14 firmes. Donc, c'est la plus grosse fuite de documents de ce type-là de l'histoire. Et ce qu'on a pu voir dans ces documents-là, c'est qu'Alexandre Cazes avait une structure corporative outre-mer. Donc, il y avait au minimum 6 entreprises, ce qu'on appelle des entreprises écrans, à son nom. Il a pu utiliser une de ces compagnies écrans pour acheter illégalement une maison en Thaïlande. Les étrangers n'ont pas le droit d'acheter des maisons en Thaïlande. On sait aussi qu'il a utilisé ces compagnies écrans pour s'acheter la citoyenneté dans au moins 2 pays, donc à Antigua et Barbade et à Chypre. Et selon le département de la justice américaine, il aurait cherché à acheter la citoyenneté dans pas moins de 6 pays. Donc, quelque chose, on en convient, d'assez utile pour un cybercriminel d'avoir la citoyenneté dans plusieurs pays. Ce qui est encore plus intéressant dans les documents, c'est qu'après son décès, le gouvernement américain a saisi tous ses biens, dont ses compagnies écrans. Mais il y a 2 de ces compagnies écrans qui semblent ne pas avoir détecté. Ces compagnies écrans-là n'étaient pas au nom d'Alexandre Cazes. Il était le propriétaire ultime, mais son nom n'apparaissait pas dans les registres. Un cybercriminel qui a profité donc d'un système qui existe, un peu parallèle, mais qui pose toutes sortes de questions. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de phénomène-là? Comment on l'encadre? Que faire? Bien, exactement. J'ai parlé à des experts en matière de fiscalité, puis justement de la fiscalité du crime. Ce qu'on me dit, c'est que des compagnies écrans comme ça, où le nom de la personne qui est le propriétaire n'apparaît pas, ça pose problème. Ça permet de faire toutes sortes de choses, notamment de blanchir de l'argent. Donc, un des cas classiques de blanchiment d'argent, c'est justement d'acheter des propriétés. Parce qu'on achète la propriété avec une compagnie écran et quand on la vend, la provenance de l'argent vient de la propriété et non des activités illégales au vu des banques. Donc, ça permet de prendre son argent illégal et de la mettre dans l'économie légitime en achetant une maison. Donc, des biens de luxe comme ça, des maisons, des voitures de course, de l'or, des choses comme ça. C'est des choses qu'on voit, c'est des cas classiques dans le blanchiment d'argent. Donc, les experts, ce qu'ils m'ont dit, c'est que le problème fondamental, c'est qu'il faut forcer tous les registres d'entreprises partout dans le monde de non seulement montrer le président de la compagnie, parce que ça, on peut inscrire un prête-nom pour agir à titre de président, mais le propriétaire de la compagnie pour voir à qui appartient vraiment les actifs de cette compagnie-là.
En tout cas, une chose est certaine, Jeff, ça vient braquer les projecteurs sur ce type de stratagème. J'invite tout le monde à aller lire ton article pour comprendre ça avec un peu plus de détails et de profondeur. C'est sur la page web des décrypteurs. Et le corollaire aussi de toute cette histoire, c'est qu'avec Alexandre Cazes et son histoire à lui, on s'est mis médiatiquement, dans le Canada francophone, à parler soudainement beaucoup plus du Dark Web. Le commun des mortels ne navigue pas sur le Dark Web. Si on utilise l'image d'un iceberg pour illustrer Internet, le web fréquenté par le grand public serait la partie hors de l'eau. Le Dark Web, la pointe inférieure dans les eaux sombres, profondes et moins fréquentées. Nicolas, parlons Dark Web. J'ai comme l'impression que ce terme-là, cette notion-là, elle est utilisée à tort et à travers médiatiquement. Est-ce qu'on a vraiment bien cerné le concept? Le Dark Web, c'est un réseau parallèle, complètement différent, auquel on peut seulement accéder grâce à des programmes spécifiques. Donc, ces programmes-là, il y en existe plusieurs. Là. OK. Le plus connu, c'est Tor. Tor, c'est comme un navigateur web qui nous donne accès à des sites web du Dark Web spécifique. Là. Et c'est un Darknet qu'on appelle ça. Donc, il y a plusieurs Darknets différents. Tor, le plus populaire. Et les sites du Darknet Tor terminent avec l'extension .onion. Pourquoi Donc, Onion? Onion, donc Onion parce qu'il y a plusieurs couches de chiffrement, plusieurs couches de sécurité différentes à ces sites web-là. Donc, avec cette idée d'oignon et de Tor, c'est pas une ligne directe. Il y a plusieurs chemins pour arriver à un but précis. C'est ça. Donc, plutôt qu'envoyer ces données directement à un site, ça passe par plusieurs serveurs. Donc, c'est ça les couches de chiffrement, là. C'est plusieurs serveurs vers lesquels passe l'information de manière chiffrée, de manière encryptée. Et quand ça arrive à destination, bien, ces informations-là sont déchiffrées. Mais pour le commun des mortels, là, si une personne se lève le matin et il veut voir de ses propres yeux ce à quoi ça ressemble, le Dark Web, à travers l'outil, le navigateur Tor, comment on fait, comment ça marche? C'est super simple, puis je peux te le montrer. J'ai amené un ordinateur pour l'occasion. Bon, ben ça tombe bien, je peux te allons-y. montrer ça. Quand on l'ouvre, c'est ça, ça a l'air vraiment d'un navigateur comme tous les autres. Pour accéder au site, par contre, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est des adresses un peu plus compliquées qu'une adresse web normale. C'est souvent une séquence de chiffres, de lettres un peu aléatoires, là. Puis là, on est sur Alphabet, là. C'est un marché un peu comme eBay, comme n'importe quel autre marché en ligne. Il y en a plusieurs comme ça qui existent sur le Dark Web. Puis là, je regarde, je peux acheter des drogues si je veux. On peut regarder, bon, les opioïdes, par exemple. Fait qu'il y a 23 produits en vente différents. Il y a le prix ici dans une crypto-monnaie. Puis on peut voir, là, c'est comme n'importe quel autre marché en ligne, vraiment. On peut voir les différents vendeurs, ils ont des critiques. Là, on le voit ici, des drogues illicites. Je vois toutes sortes de services qui sont offerts. Il y a de la fraude aussi qui est possible. Mais est-ce qu'il y a que ça qui est disponible sur ce genre de réseau du Dark Web? Il y a une étude qui a été faite en 2016 qui nous indique que 60% des sites oignons, 60% des sites sur Tor, sont utilisés à des fins illicites. Une forte proportion. Une forte proportion, c'était non exhaustif comme étude, mais quand même. Par contre, il y a une autre étude qui a été faite l'an dernier qui nous montre que seulement 7% des utilisateurs de Tor s'en servent à des fins illégales. Donc, il y a toutes sortes d'autres raisons pour lesquelles on peut se servir de ça, que ce soit dans un pays où il y a de la censure de l'Internet. Donc, avec ce navigateur-là, on peut accéder à des sites oignons, mais aussi à des sites web normaux là, de manière sécurisée. Donc, si on est censuré, si le web est bloqué dans notre pays, on peut se servir de Tor. Il y a même des lanceurs d'alerte qui peuvent communiquer avec Radio-Canada à travers ce genre de réseau. Exactement. Mais Radio-Canada a une plateforme Secure Drop qui a été développée pour plusieurs médias. Ça se passe via Tor. C'est pas sur le web normal que ça se fait, justement pour les raisons, pour la sécurité supplémentaire que ça nous offre. Alors, ça pose tout le problème de qu'est-ce qu'on fait avec un réseau comme celui-là, Nicolas? Parce que, autant pour des raisons évidentes, certains voudraient le bannir avec l'activité criminelle qui s'y retrouve, autant il y a un aspect bénéfique à tout ça. Il est là le dilemme. Mm-hmm. C'est un peu le même débat qu'on a depuis toujours là, du chiffrement versus la protection de la sécurité publique, vie privée versus sécurité publique. Ben, je pense que, comme d'habitude, ce débat-là, c'est pas noir et blanc, c'est un couteau à double tranchant. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'aspects positifs à ça, autant que tout le côté sombre de la criminalité, etc. Donc, il n'y a pas de réponse facile, mais je pense qu'en bout de ligne, l'Internet, ça a été créé quand même pour avoir toute cette liberté-là. C'est quand même fondamentalement une belle chose que ça existe. Il y a tellement un côté sombre à ça aussi, donc c'est difficile de trancher là-dessus, là.